Stop acting so small, because you are the universe in ecstatic motion. Je m'appelle Caroline Chung, je suis développeuse web depuis 5 ans. Je suis ex-criminologue, j'en parle dans un autre talk. Je suis évangéliste de l'emoji cœur scintillant parce que c'est le meilleur des cœurs. Et je suis mental health advocate, c'est ce que je suis avec vous aujourd'hui. Vous pouvez me suivre sur Twitter sous le handle Pandora_Angora et je travaille chez Edwintech. Oups. Alors, je vais d'abord vous parler de santé mentale en général, puis de mon cas particulier. Tout d'abord, la santé mentale chez les stars. Selena Gomez est bipolaire. C'est la toute première chose que m'a dit ma sœur quand elle a appris que j'étais bipolaire. Et en plus, elle en parle dans My Mind and Me sur Apple TV, un documentaire très intéressant que j'ai vu hier. Britney Spears souffre de dépression. Elle en parle dans Britney vs Spears sur Netflix. Eminem était dépressif et il a vaincu sa dépression en se mettant à courir. Santé mentale dans les médias. J'aime beaucoup la chanson de l'UJPK Poupée Russe, où il chante sa relation avec une jeune femme qui a des troubles de la personnalité, d'où le titre Poupée russe. Et il déstigmatise la santé mentale en chantant que lui aussi, on lui a proposé de se reposer à l'hôpital, qu'il n'a plus peur du monstre caché dans son corps et que tous les deux ne sont pas si différents quand elle prend ses médicaments. Orelsan, quant à lui, chante la dépression d'un de ses amis, où malheureusement, on ne soigne pas la dépression comme on soigne un rhume. Dans la série Euphoria, on suit une adolescente qui a des troubles de la personnalité et des problèmes d'addiction. Et tout ce qu'elle va chercher à faire, c'est avoir ces 2 secondes de néant, de vide, où elle est défoncée et qu'elle est bien. C'est la chose que j'ai ressentie la première fois que j'ai fumé du cannabis à Amsterdam. Mon esprit s'est enfin éteint. Il n'y avait plus toutes ces taches de fond qui fonctionnaient au fond de ma tête. Santé mentale et Covid. Une étude de mai 2022 a montré que dans le monde, la prévalence de la dépression et des troubles anxieux a augmenté de 25%, et ce chiffre augmente à 30% pour les populations les plus fragiles et précaires, comme les étudiants, les personnes sans emploi, les personnes isolées. Sur les réseaux sociaux, quand on cherche santé mentale sur Instagram, on a plus de 46 millions de publications. Il y a vraiment beaucoup de contenu de sensibilisation, prévention de la santé mentale sous forme d'illustrations, de vidéos. Sur TikTok, quand on cherche santé mentale, on a un disclaimer que le bien-être mental est important. On voit donc qu'on parle beaucoup de santé mentale sur les réseaux sociaux, qu'on a tous été impactés par le Covid, qu'on en parle dans les médias, qu'on en parle aussi chez les célébrités. Et pourtant, un domaine auquel on ne parle pas de santé mentale, c'est au travail. Je vais donc vous partager mon parcours de santé mentale, comment ça a impacté mon travail et ma vie personnelle. La toute première étape, la dépression. Je suis dépressive depuis mes 15 ans. Ça a commencé entre le collège et le lycée. Ça a débuté par une rupture amoureuse qui s'est très mal passée. Puis petit à petit, il y a eu le sentiment de vide qui s'est installé, la tristesse profonde, la perte d'intérêt. En bref, la dépression est arrivée et ne m'a jamais quittée. En première, je fais une dépression sévère, on m'arrête 1 mois et demi, je suis déscolarisée pendant 1 mois et demi et ça a été très dur parce que j'étais juste alitée, je ne pouvais pas aller en cours. À la fin du lycée, je fais plusieurs tentatives de suicide, je suis hospitalisée et on me force à voir un psychiatre pour pouvoir sortir de l'hôpital. Heureusement, ma dépression s'est calmée au fil du temps. Elle est passée en dépression chronique, c'est un cycle de tous les 3 ans. Parfois, j'étais suivie par un médecin, parfois pas du tout, j'attendais juste que ça passe. En février 2018, je fais une dépression sévère et je commence un suivi psychiatrique.
En fait, à ce moment-là, je termine ma reconversion dans le développement et je cherche un stage. Je me suis dit, bon, c'est le bon moment de faire un suivi pour pas que ça impacte ma vie professionnelle. En août 2021, 3 ans après, ça n'a pas manqué, je refais une dépression sévère, je reprends un suivi psychiatrique et cette fois, je suis en poste, je travaille avec des collègues. Tout de suite, je leur dis que je suis vraiment désolée, je souffre de dépression chronique, ça arrive tous les 3 ans, il ne faut pas s'inquiéter, c'est comme ça. Mais je suis vraiment désolée si je suis moins productive qu'avant, si mon travail est moins qualitatif. Et là, ils m'ont tout de suite rassurée que déjà, merci de leur faire confiance, parce que c'est un sujet dur à parler. Et surtout, ils n'ont pas du tout remarqué que j'étais moins productive. Ils trouvaient que mon travail qui était toujours aussi qualitatif qu'avant, il n'y avait aucun souci dessus. Il ne faut pas m'inquiéter et juste me soigner. Et là, ça m'a beaucoup rassurée, en fait, parce que je me suis dit peut-être que je suis dépressive, mais dépressive fonctionnelle. La seconde étape, le burn-out. En octobre 2021, après 1 an sur ma mission, on me propose d'être tech lead sur ma mission. Au début, j'ai très peur d'accepter parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas être assez compétente, de ne pas avoir les épaules pour le rôle de tech lead. Puis rapidement, mes collègues ont su me parler, me rassurer que je suis la personne la plus apte sur le projet à être tech lead, que je suis largement compétente et qu'ils me font tous confiance. Donc j'accepte ce rôle et on recrute une personne qui a un peu plus d'expérience que moi pour m'épauler dans le rôle et me rassurer. Manque de chance, cette personne s'est avérée être très négative. Dès la première semaine, elle m'a sorti « Au fait, c'est une mauvaise idée que tu sois tech lead, je pense que tu n'es pas prête et t'es pas prête pour ça et que c'était trop tôt. » Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce genre d'informations? On fait du mieux qu'on peut. Je me mets à travailler comme une acharnée pour être légitime et être à la hauteur et décevoir personne. Je travaille énormément pendant des mois, jusqu'en décembre, où je sens que je cumule beaucoup de fatigue et que ce n'est pas que la dépression. Alors ici, ces red flags, je ne suis pas fan de golf, mais ce sont des red flags que je me suis attribués. J'ai voulu compenser la dépression en travaillant plus, parce que les problèmes de dépression, ils n'ont pas forcément de solution, alors que les problèmes de développement, c'est juste des tickets à faire, on peut se mettre à plusieurs pour les résoudre. Ensuite, j'ai voulu prouver ma légitimité en travaillant énormément. Je voulais vraiment prouver que j'étais à la hauteur, qu'on avait raison de me faire confiance. Troisième red flag, travailler encore plus parce que pourquoi pas. Et ensuite, pleurer au travail. Enfin, pas exactement. J'ai pleuré en quittant le travail. Vraiment, sur le chemin du métro, il faut imaginer la scène en plein hiver, le temps gris parisien, dans le froid. J'étais en train de pleurer sur le chemin du métro. Et là, je me suis dit, quelque chose ne va vraiment pas, Caroline, il faut que tu te reposes, il faut que tu prennes des vacances. C'est ce que j'ai fait. Malheureusement, j'ai chopé le Covid pile le jour de Noël. C'est un super cadeau. Donc, ça m'a mise KO pendant 2 semaines. À mon retour en janvier, j'ai cumulé la fatigue des mois précédents, plus la fatigue du Covid, et on décide de me sortir de mission. En fait, mes collègues ont vu que j'allais mal et ont tiré la sonnette d'alarme pour que je sorte rapidement. Pour moi, c'est le drame parce que ça voulait dire que je n'étais pas à la hauteur, que je n'étais pas une bonne tech lead et que j'étais incompétente. Je vais chez ma médecin traitant qui est formée aux souffrances liées au travail. Elle me diagnostique directement un burn-out. Et là, c'est le drame. Je me sens inutile, je me sens incompétente, je culpabilise énormément. Et ma médecin m'arrête tout de suite en me disant « c'est une maladie liée au travail ». Elle me le répète plusieurs fois comme ça, calmement, pour que ça rentre, que c'est une maladie liée au travail. Et je suis arrêtée 1 mois et demi. Et la première semaine, ça a été extrêmement dur parce que quand on se met à travailler pour compenser la dépression, à foncer tête baissée dans le travail, et d'un coup, j'avais plus rien du tout à faire, je vais juste me reposer. Je ne savais pas comment me reposer, en fait. En mars, je refuse d'être prolongée parce que j'ai peur d'être jugée au travail. J'ai peur qu'on dise que « oh là là, Caroline, elle fait un burn-out, elle n'a pas les épaules pour tenir la pression, elle est incompétente, on ne veut pas d'elle en mission ». Donc j'ai peur de ça et en même temps, je refuse d'être prolongée parce que je sens que j'ai besoin de revenir travailler, j'ai besoin de me sentir utile. Malheureusement, je me fais tacler par la dernière étape. Je suis diagnostiquée bipolaire. Et là, c'est vraiment dur pour moi à accepter parce que la dépression, j'avais l'habitude.
Je m'étais toujours dit qu'un jour, je m'en sortirais, je ne prendrais plus de médicaments, alors qu'être bipolaire, il faut prendre un traitement à vie. J'aime beaucoup cette phrase de Taylor Tomlinson qui dit que je ne suis pas bipolaire, mais j'ai de la bipolarité, que la bipolarité ne nous définit pas en tant que personne. Être bipolaire, c'est vraiment une histoire de chimie du cerveau. On va alterner des phases maniaques dites hautes et des phases dépressives dites basses. Pendant les phases maniaques, il y aura une hyperactivité du cerveau. On va avoir trop de dopamine, trop de sérotonine, trop de neurotransmetteurs. Vraiment être hypersensible à tout plein de stimuli. Et à l'inverse, la phase dépressive, on n'a pas assez de neurotransmetteurs, pas assez de sérotonine, pas assez de dopamine. Dans les deux cas, l'équilibre du cerveau est altéré et on ne fonctionne plus correctement. Ce qu'il faut savoir avec la santé mentale, c'est que les traitements ont une longue boucle de feedback, prennent 1 mois et demi environ pour savoir si c'est le bon traitement, est-ce que c'est la bonne molécule, est-ce que c'est le bon dosage. Donc en avril, après 1 mois de traitement, il me rend totalement malade, j'ai des nausées, je fais des malaises, je suis incapable de me concentrer, incapable de travailler. Et quand j'en parle à mon psychiatre, il me dit « Oui, mais l'humeur va mieux. Oui, mon humeur va mieux, mais je ne peux pas travailler. Mais l'humeur va mieux. » Et là, je me suis rendu compte que j'étais coincée dans une situation où je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas être en arrêt, je ne pouvais pas changer de traitement. Donc, je prends la décision de tout balancer. Je balance le psychiatre, je balance les médicaments pour la dépression, je balance les médicaments pour la bipolarité. Très mauvaise idée. Vraiment très, très mauvaise idée. Il faut savoir que la bipolarité, quand on ne la soigne pas, l'amplitude des crises maniaques et dépressives va s'accentuer. Et là, en septembre, je fais une énorme crise dépressive. Je ne vais pas bien du tout. Je vois un nouveau psychiatre sur conseil de ma médecin traitant. Et celui-ci, je lui ai expliqué comment s'est passé mon premier traitement. Il sait me rassurer, me dire que ce n'est pas acceptable, que je n'ai pas une bonne qualité de vie, où je puisse travailler et avoir une vie normale. Et on va travailler ensemble, ne pas m'inquiéter, on va trouver une solution. Donc, je commence un nouveau traitement et manque de chance, ce nouveau traitement me rend encore plus dépressive que d'habitude. Je prends la bipolarité comme une fatalité. J'ai l'impression que c'est une tare en plus à cocher sur ma liste de santé mentale. Je le vis vraiment très mal. J'ai des grosses envies suicidaires, ce qu'une amie a appelé mes envies de mourir comme un vieux chat. C'est toi, Marcy. Parce que c'est vrai, vous voyez les vieux chats qui ont envie de mourir dans un buisson, dans un coin, qu'on ne les retrouve pas. Moi, je voulais juste prendre mon plaid, partir dans les bois, mourir dans un coin, que personne ne me retrouve, et mourir dans un coin comme un vieux chat, quoi. Heureusement, on me change de traitement, et ça change du tout au tout. Mon humeur remonte en flèche, je n'ai plus aucune envie suicidaire. Mon humeur monte tellement que je fais une crise maniaque. Et la crise maniaque, c'est pas très fun. Au début, c'est bien parce qu'on a beaucoup d'énergie, on se sent bien, on a une hyperactivité du cerveau, mais à force, il y a vraiment une fuite en avant de la pensée. On a du mal à se concentrer aussi. Donc, on me change encore de traitement, et en février 2023, quasiment 1 an après le premier diagnostic, on trouve le bon traitement. Et pour éviter le fiasco de l'année précédente où j'étais coincée et dans le mal, on me propose le mi-temps thérapeutique, où en fait, je vais travailler à mi-temps et l'autre moitié du temps, je suis en arrêt maladie. Aujourd'hui, je suis guérie de la dépression, je n'ai plus besoin d'être sous médicaments, ma bipolarité s'est stabilisée, j'ai repris un travail à temps plein, tout va bien. Que retenir de tout ça? Un petit guide de survie. Tout d'abord, il faut un bon accompagnement médical. J'ai la chance d'avoir un médecin traitant qui était formé au burn-out, qui a su me rassurer que c'est une maladie liée au travail et que ce n'est pas mes compétences. Avoir un bon psychiatre à l'écoute, pour lui, c'était important que j'ai une bonne qualité de vie personnelle et professionnelle. Et surtout, c'est un psychiatre qui ne m'a pas jugée. Quand je lui ai dit que je prenais du cannabis pour me calmer pendant mes crises dépressives, il m'a juste dit « ça n'altère pas avec mes médicaments et ne pas augmenter le dosage pour ne pas avoir d'effet d'accoutumance ». Aussi, avoir un bon suivi psychologique, faire une thérapie, parce que prendre des médicaments, c'est bien, mais aller au fond des choses, c'est mieux. Avec ma psychologue, on travaille sur qu'est-ce qui déclenche mes crises maniaques, qu'est-ce qui déclenche mes crises dépressives, et c'est en cours de travail. J'ai aussi appris que j'étais hypersensible, donc tout ce qui est émotion, je les ressens beaucoup plus fortement,
et on travaille dessus pour me protéger de tout ça. Second point important, le soutien au travail. Je remercie infiniment mes collègues d'avoir vu que j'étais pas bien, parce que pour moi, c'était pas un burn-out, c'était juste ma dépression habituelle. Penser au mi-temps thérapeutique, c'est grâce au RH et à mon psychiatre qui m'en ont parlé, sinon je n'étais pas du tout au courant que ça existait. Je remercie les RH d'avoir été là pour m'accompagner, pour me rassurer que c'est normal de prolonger le mi-temps thérapeutique, il n'y a aucun souci à se faire. Le plus important, c'est me soigner et on verra ensuite pour le travail, ce n'est pas le plus important. Autre point important, la libération de la parole. Dès que j'ai pu parler de dépression et de burn-out à des collègues, ça m'a soulagée. Je me suis rendu compte que je n'étais pas seule. Un collègue que j'estime énormément, qui est 1 milliard de fois plus compétent que moi, a été en burn-out. Il m'a rassuré que t'inquiète pas, ce n'est pas tes compétences, c'est vraiment le contexte et la mission qui font que plein de gens sont en burn-out, malheureusement. Troisième point important, le soutien social, ce que j'appelle « From mourir comme un vieux chat to I will survive ». Vraiment, je remercie d'avoir des amis en or avec qui parler, qui ont été là pour m'écouter, même à 3 heures du matin en train de pleurer parce que j'ai envie de mourir comme un vieux chat. Vraiment, sans mes amis, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler. Autre petit tips, prendre l'air. Ça, c'est ma médecin traitant qui me l'a conseillé parce que quand je suis en télétravail, j'ai tendance à rester juste enfermée chez moi toute la journée et pas sortir et pas bouger. Alors que juste sortir 10-15 minutes par jour, prendre l'air, ça fait du bien au moral, ça fait beaucoup de bien à la santé mentale. Et s'il fait moche et qu'on n'a pas envie de sortir, eh ben on peut méditer 10-15 minutes à la maison, ça fait du bien également. Il faut accepter qu'on ait des jours down. La santé mentale, ce n'est pas une guérison linéaire. On peut avoir des jours où ça ne va pas et ce n'est pas grave du tout. Il faut être bienveillant envers soi, être tolérant que, bon, bah, tant pis, il y a des jours où ça ne va pas, c'est comme ça ira mieux le lendemain. Dernier point, prendre soin de soi. Avec la dépression, j'ai perdu goût dans plein d'intérêts, dans beaucoup de choses. J'avais du mal à me faire plaisir et j'ai appris petit à petit à sortir, voir des amis, me faire un petit resto, me faire un spa. Apprendre à avoir des petits plaisirs au quotidien, ça fait beaucoup de bien au moral. J'espère que ce petit guide de survie vous sera utile un jour si vous avez un coup de mou. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres, c'est le plus important. Merci. Stop acting so small because you are the universe in ecstatic motion.